Dans cette vidéo, nous allons aborder la question du commentaire de littérature d'idées en première générale. Le programme de français en classe de première générale est divisé en objets d'étude, c'est-à-dire des parties du programme. Chaque partie du programme est donc consacrée à un genre littéraire, théâtre, poésie, roman, littérature d'idées, et à des bornages, c'est-à-dire des siècles précis. En ce qui concerne la littérature d'idées, le bornage temporel est donc du XVIe au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en fait, le texte du commentaire appartiendra soit au XVIe, soit au XVIIe, soit au XVIIIe. Vous ne pouvez pas avoir de textes qui appartiennent au XXe siècle ou au XIXe siècle. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut avoir quelques repères temporels sur les idées qui sont développées au XVIe, XVIIe, XVIIIe pour avoir une petite idée du type de thématique que vous allez pouvoir avoir dans les textes qui peuvent sortir donc au bac. Donc 3 mouvements littéraires majeurs dans ces 3 siècles. On va les aborder rapidement pour voir brièvement quel type d'idées on a dans ces textes. 3 grands mouvements, donc, au XVIe siècle, l'humanisme, au XVIIe, le classicisme et en particulier donc, les auteurs qui abordent la littérature d'idées, donc ce sont les moralistes. Donc les moralistes, ce sont des auteurs classiques. Et puis évidemment, au XVIIIe, les philosophes des Lumières. Au XVIe siècle, le mouvement humaniste propose une nouvelle vision de l'homme. On conçoit pour la première fois que l'être humain est capable de progrès, d'apprendre, de réfléchir. C'est donc une nouvelle vision de l'homme et de ses capacités qu'on va avoir avec l'humanisme. Et donc très souvent, les auteurs vont réfléchir sur des thèmes comme l'éducation, l'ouverture vers les autres. On n'oublie pas que le XVIe siècle, c'est le moment où on découvre l'Amérique. L'ouverture vers les autres, donc l'utopie également, donc une réflexion politique. Donc dans les textes humanistes, on va avoir ce type de thématiques: progrès, éducation, confiance, dignité humaine, etc. Au XVIIe siècle, le classicisme développe des idées de clarté, de mesure, d'ordre, d'équilibre. Ça, c'est vraiment les mots-clés du classicisme, hein: clarté, mesure, ordre, équilibre. Les auteurs qu'on va appeler les moralistes vont surtout se concentrer sur une vision morale, d'où le terme moraliste, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre comment l'homme se comporte en société, quelles sont ses qualités, ses défauts. Et ils vont insister en particulier sur la notion de passion. Voilà une notion qui est très importante, qu'on va retrouver souvent dans les extraits, soit directement, soit indirectement. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? C'est bien sûr l'amour, mais c'est aussi l'envie, la jalousie, la cupidité, c'est-à-dire la recherche de l'argent, l'ambition, la vanité, l'amour-propre, l'orgueil. En fait, toutes ces passions, tous ces sentiments sont des sentiments qui nous dépassent, qui font qu'on perd le contrôle de soi-même, qu'on agit en l'absence de toute mesure, on est complètement hors de contrôle en fait, hein, et notre raison, en fait, c'est le seul moyen de nous empêcher d'aller trop loin. Donc il faut qu'on soit raisonnable. Donc le siècle classique, c'est aussi le siècle de la raison, le siècle où on veut avoir de la mesure dans la manière dont on va se comporter, dont on va réagir aux événements de la vie quotidienne. Donc les auteurs, les moralistes, ont souvent une vision un petit peu négative, un peu pessimiste de l'être humain parce qu'ils insistent sur le fait que, eh bien, très souvent, les hommes n'arrivent pas à contrôler leur passion. On voit ça très bien, par exemple, dans le théâtre de Molière. Hein. Molière, en fait, il insiste sur tous ces hommes, l'avare, le malade imaginaire, qui sont incapables de se contrôler. Eh bien, évidemment, Molière, c'est au théâtre, mais les moralistes, par exemple, vous connaissez tous La Fontaine, les moralistes vont insister sur justement l'incapacité des hommes à contrôler leur passion, leur vanité, par exemple. Et puis ensuite, donc au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières vont quitter l'aspect moral de la question de l'homme pour se pencher sur des aspects beaucoup plus politiques. Et ils vont changer de perspective. Au lieu d'une vision pessimiste, ils vont au contraire réaffirmer
comme le faisaient les humanistes au XVIe siècle. Il y a vraiment un pont entre les humanistes du XVIe et les philosophes des Lumières au XVIIIe. Donc ces philosophes des Lumières vont réaffirmer une certaine confiance dans l'homme, dans sa capacité à comprendre, à progresser grâce à l'éducation. Donc on va retrouver ces thèmes-là, confiance dans l'homme, sa capacité à penser par lui-même, à progresser grâce à l'éducation. Et puis il va y avoir aussi, surtout, évidemment, une critique politique, critique du fanatisme religieux, de la monarchie absolue, de l'autoritarisme en politique. Donc, bien entendu, les philosophes des Lumières vont avoir une pensée bien souvent très politique. Donc pour résumer les thématiques qu'on peut avoir dans ces textes du XVIe au XVIIIe siècle, on va avoir des thématiques politiques, des thématiques aussi morales sur la vision de l'homme. On peut avoir des points de vue plus ou moins tranchés, des éloges, des blâmes ou bien au contraire des avis un peu nuancés. Il peut y avoir cependant, il faut bien faire attention aussi à ça, des thématiques qui échappent complètement à ces grandes tendances. Par exemple, en 2023, on a eu un sujet qui était sur le temps qui passe, une méditation sur la fuite du temps. C'était un texte de Diderot qui commentait en plus un tableau, donc c'était vraiment complètement original comme type de texte. Et puis en 2024, il y a eu aussi un texte sur l'amitié. Donc vous voyez, c'est pas forcément des textes qui sont liés au mouvement littéraire, ça peut être sur des sujets très transversaux, des sujets intemporels. On ne peut pas donc lister tous les sujets possibles, il faut en fait bien connaître des notions clés comme qu'est-ce que c'est que l'utopie, qu'est-ce que sont les passions, l'esprit critique évidemment, pour pouvoir en fait être prêt sur presque tous les textes. Voyons maintenant les outils d'analyse que vous devez avoir en tête pour un commentaire sur la littérature d'idées. Premier outil d'analyse, la distinction entre argumentation directe et argumentation indirecte. L'argumentation directe, c'est quand l'auteur s'implique directement. Il va dire par exemple « je », donc c'est assez simple à repérer. Donc là, on va parler d'un auteur. Par contre, il va y avoir des cas où l'auteur va utiliser une histoire pour faire un détour en quelque sorte, pour illustrer ses idées. Alors ça se comprend très bien avec l'exemple des fables ou des contes. On a une petite histoire avec des personnages, donc un narrateur, et en fait cette histoire, elle est là, elle est utilisée pour illustrer l'idée. Donc argumentation directe, il faut donc toujours commencer par se poser cette question, car s'il s'agit d'une argumentation indirecte, il faudra alors analyser l'histoire en elle-même. Il va falloir analyser les personnages, les dialogues, le rythme du récit. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faudra se demander pourquoi est-ce que l'auteur nous fait ce récit. D'accord ? Donc, ayez en tête l'histoire de la fable pour voir un petit peu que vous êtes sur deux niveaux d'analyse, l'analyse du récit et l'analyse de l'argumentation qui est derrière. Donc ça nous amène en fait à un deuxième outil d'analyse qui est la distinction entre l'implicite et l'explicite. Donc l'implicite, c'est le sous-entendu, c'est-à-dire tout ce qui se déduit, qui se comprend quand on lit entre les lignes. L'objectif de l'auteur, attention, c'est pas toujours d'éviter la censure. Quand il utilise de l'implicite, c'est tout simplement parce qu'il veut que le lecteur se pose des questions, il veut qu'il réfléchisse. Il faut absolument que le lecteur s'implique dans le texte, il faut que le lecteur soit actif dans sa compréhension. C'est aussi pour ça qu'il va utiliser de l'implicite. Donc, on va avoir des éléments qui sont implicites, il va y avoir par exemple de l'ironie, ou bien au contraire, il va y avoir des choses qui sont très explicites, c'est-à-dire des choses qui sont dites en toutes lettres. Des thèses, par exemple la thèse, elle est souvent explicite, c'est-à-dire que l'auteur veut vraiment qu'on comprenne bien. Et dans ces cas-là, même des fois, il va répéter plusieurs fois sous des formes différentes une thèse. Donc, on se pose une première question. Est-ce qu'on est dans l'argumentation directe ou indirecte? Est-ce que certains éléments, deuxième question, sont implicites? Et puis, troisième question qu'on va se poser, c'est quelle est la stratégie argumentative? Alors, la stratégie argumentative, c'est en fait la manière dont l'auteur va s'y prendre, donc quelle stratégie, quelle tactique il va prendre pour faire passer ses idées au lecteur.
La première stratégie, c'est la stratégie de persuasion, de séduction. Il séduit son lecteur en essayant de lui plaire. Donc il va susciter des émotions en lui, par exemple avec des figures de style, avec une ponctuation expressive, pour pouvoir en fait capter son attention. Donc par exemple, dans une fable, l'histoire, elle a pour fonction de séduire le lecteur en le faisant sourire sur une petite histoire qui est plaisante, qui est rigolote, et ça va permettre en fait de capter son attention pour mieux faire passer son idée. Donc ça, c'est la stratégie de persuasion et de séduction. La stratégie de conviction, elle ne s'adresse pas à la sensibilité, à l'imagination du lecteur, elle s'adresse vraiment à la raison du lecteur, c'est-à-dire vraiment à son intelligence. Et donc là, on va plutôt utiliser des arguments et des raisonnements. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus abstrait, c'est plus difficile. Donc il faut bien avoir capté l'attention du lecteur pour qu'il soit complètement concentré. Donc les arguments, les raisonnements, argument par la cause ou argument par la conséquence, on va prendre un fait et on va développer soit les conséquences de ce fait, soit les causes de ce fait pour pouvoir en fait montrer qu'on a raison. L'argument par les exemples, ça consiste à aller chercher tout un tas d'exemples historiques, géographiques, etc., etc., enfin dans plein de domaines possibles, pour montrer encore une fois que les exemples, l'abondance d'exemples montre qu'on a raison. L'argument d'autorité, c'est un petit peu différent, c'est aller chercher tel ou tel auteur de l'Antiquité, par exemple un grec ou un latin, pour pouvoir montrer que si Platon l'a dit, finalement, c'est qu'on a raison, puisque Platon, il est du même avis que nous. Donc ça, c'est l'argument d'autorité, hein, c'est en fait l'argument où on cite un expert. L'argument ad hominem, il est un petit peu différent. C'est un argument, en fait, où on va essayer de disqualifier l'adversaire. On explique que l'adversaire, en fait, il n'est pas compétent, il se trompe, il n'a pas les compétences pour pouvoir argumenter. Donc, on essaye vraiment de l'attaquer personnellement. C'est l'argument contre l'homme. C'est ça que veut dire ad hominem. Donc ça, c'est les arguments, les types d'arguments, hein, les plus communs. Puis il y a aussi donc les raisonnements. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'intelligence. Donc il y a toutes sortes de raisonnements. Comment on repère un raisonnement? C'est assez simple. Quand vous avez dans un passage une abondance de connecteurs logiques, des donc, des cependant, etc., qui se concentrent, ça veut dire que là, il y a un raisonnement. On tient un raisonnement. Et puis vous avez des types de raisonnements qui se repèrent assez facilement. C'est les raisonnements par comparaison. On fait une comparaison entre deux éléments pour prouver qu'on a raison, toujours, hein, c'est ça le but. Ou bien un raisonnement par à l'absurde, où on va montrer en fait que si on prend la thèse de son adversaire et qu'on tire les conséquences de ses idées, c'est complètement absurde. Donc c'est aussi une manière de disqualifier, d'attaquer son adversaire. Donc une stratégie argumentative qui va utiliser stratégie de persuasion, stratégie de conviction, donc les deux s'utilisent ensemble, on va pouvoir donc avoir des stratégies argumentatives qui sont souvent donc rigoureuses, variées, efficaces, hein. C'est un petit peu le type de terme qui revient souvent dans les textes qu'on va avoir dans les commentaires. Donc il faut toujours analyser la stratégie argumentative quand on est dans la littérature d'idées. Donc quand on commence à étudier notre texte pour le commentaire, on se pose un certain nombre de questions et évidemment on se guide, hein, on n'oublie pas de se guider par le titre des ouvrages. Hein. Si on a affaire à un titre où c'est par exemple le traité de l'amitié, traité, ça veut dire que c'est très rigoureux, donc on va avoir une pensée extrêmement rigoureuse. Si c'est un essai, on va avoir une pensée un peu plus libre. Si c'est un discours, ça veut dire que c'est censé être prononcé à l'oral, donc on va avoir des choses un peu plus marqué par rapport à l'auditoire qui nous écoute. Si c'est un pamphlet c'est quelque chose de court et de violent. Donc il faut toujours évidemment, hein, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, bien se guider par le titre. Et cette histoire de pamphlet violent, ça nous amène en fait au dernier élément qu'on doit étudier au tout début, hein, à la première lecture du texte, c'est-à-dire les registres. Donc les trois registres qui sont vraiment liés à la littérature d'idées, c'est le registre satirique, le registre polémique et le registre didactique. Hein, donc ces trois registres, on les retrouve assez souvent. Donc en résumé, on va avoir un certain nombre de notions, en fait, hein, d'outils d'analyse à utiliser vraiment dès le départ pour ne pas se tromper. Argumentation directe, argumentation indirecte, etc., stratégie argumentative, les registres.
Donc ça, ce sont vraiment les outils minimums, le bagage minimum que vous devez avoir en tête quand vous commentez de la littérature d'idées. Et attention, ces outils, ce sont des outils. Ça veut dire que les auteurs ne les utilisent pas forcément. Et il ne faut pas chercher, par exemple, à trouver absolument de l'implicite ou trouver absolument le registre satirique dans un texte. L'auteur ne l'a pas forcément utilisé. D'accord ? Donc il ne faut pas essayer de forcer le sens d'un texte. L'idée d'un commentaire, c'est toujours de montrer que vous avez compris le texte. On n'attend pas de vous que vous soyez des super techniciens de l'analyse, on attend de vous que vous soyez des lecteurs attentifs qui montrent que vous avez compris le texte.